Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau. Ce fameux panneau, ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée.
Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Bah oui, pourquoi ? Bah tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je viens d'avoir mon permis en conduite accompagnée, dite apprentissage anticipé de la conduite. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Alors, c'est une très bonne question parce que vous faites souvent des erreurs. Alors, pour avoir son permis, il y a 2 grands moyens. Tout d'abord, vous avez le permis normal, que vous obtenez en allant dans une auto-école et en prenant des leçons de conduite avec un moniteur auto-école. Et puis, vous avez la deuxième solution, qui est la conduite accompagnée. Cependant, la conduite accompagnée, c'est juste une méthode pour avoir son permis. Parce qu'il existe plusieurs types de conduite accompagnée. Il existe la conduite accompagnée dite supervisée. Avec ce type d'apprentissage, la période probatoire est de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite accompagnée dite encadrée. Et pour ce type de conduite accompagnée, la période probatoire est également de 3 ans. Et enfin, vous avez la conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite. Et via cette méthode, votre probatoire est réduit à 2 ans. C'est ce que les gens appellent communément conduite accompagnée. Mais c'est faux, c'est un terme un peu galvaudé. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite. Donc, pour répondre à la question, si j'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite, alors ma période probatoire est de 2 ans. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie 2 choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi elle correspond de manière exacte ? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite.
Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que la voie qui est devant toi, juste après l'intersection, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Hein. Donc, c'est une voie de bus. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je cède la priorité à gauche. Réponse B. Je cède la priorité à droite. Alors ici, comme tu le vois, quand on rentre dans un carrefour à sens giratoire, on a un panneau « Céder le passage ». Donc ici, sur un carrefour à sens giratoire, on cède le passage aux véhicules qui viennent de gauche. Hein, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on aborde par exemple un rond-point. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je cède la priorité à gauche. Question numéro 7. Le type de carburant est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le verso de la trappe à carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, tu pourras voir quel type de carburant tu peux mettre dans ton véhicule. Déjà sur le certificat d'immatriculation, sur le champ qu'on appelle le champ P3. Donc en général, tous les véhicules essence vont commencer par un E, gasoil par un G, électrique également par un E. Voilà. Ensuite, tu pourras aussi vérifier le type de carburant sur le verso de la trappe à carburant. Ça, c'est super pratique. Comme ça te permet de ne pas tromper quand tu mets ton carburant dans ton véhicule. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 8. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule dans des sièges adaptés à leur taille, leur corpulence et leur âge. À savoir qu'il existe bien sûr des exceptions à cette règle. Donc, pour tout savoir sur la réglementation concernant les sièges enfants, je vous incite fortement à aller dans la formation
car il y a très souvent des questions sur ce sujet lors de l'examen officiel du code de la route. Donc, pour répondre à la question, les enfants de moins de 10 ans doivent bien être installés à l'arrière du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Les deux roues motrices sont plus faciles à percevoir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les deux roues motrices sont plus difficiles à percevoir qu'une voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont moins grandes. Regardez ici, dans la petite animation, on voit votre champ de vision dans la voiture, en vert. En rouge, c'est les angles morts. Donc, une moto, par exemple, dans l'angle mort, avant, ne sera pas perceptible, ou alors très mal. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 10. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, enfin, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire, ça va être la carte grise du véhicule, et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir
ta formule. Question numéro 12. En tournant à droite, je risque de rencontrer un piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je tourne à droite, les piétons devront me céder le passage car le feu est vert. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors cette question elle est super intéressante parce que vous avez beaucoup de mal, surtout en conduite. Surtout en conduite. Alors, ici on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Il faut que tu saches que dans une intersection, les feux sont synchronisés. Alors, je m'explique. Ici tu vois donc une intersection gérée par une signalisation lumineuse. Si le feu est vert pour moi, ça veut dire qu'il est aussi vert pour les véhicules qui roulent en sens inverse sur cette même route. Dans le cas général, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si le feu est vert pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les rues perpendiculaires à l'intersection, le feu est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Si le feu est rouge pour la rue perpendiculaire, ça veut dire que le feu pour le piéton est vert. Donc, si, dans ce cas-ci, je tourne à droite, il y a de grandes chances que je puisse rencontrer un piéton. Et dans ce cas-là, il va falloir lui céder le passage. Pourquoi ? Parce que lui, il a le feu piéton au vert. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 13. Rouler en vélo permet de... Réponse A, diminuer les émissions polluantes. Réponse B, réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Au prochain carrefour, je peux aller A. à droite, B. tout droit, C. à gauche. Alors ici, si vous voyez bien, on a un panneau d'indication qui nous indique les voies qu'on pourra rencontrer sur le prochain carrefour. Donc si vous voyez bien, on a une flèche à droite qui nous dit qu'on pourra aller à droite. On a une flèche qui va tout droit, donc qui nous dit qu'on pourra aller tout droit. Et à gauche, on a un sens interdit. Donc on ne pourra pas aller à gauche. Donc sur ce rond-point, je pourrais aller A à droite, B tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 15. Pour dépasser ce vélo, A, je m'écarte, B, je reste sur ma voie.
Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, bon, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc, pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc ici, les bonnes réponses, ce seront les réponses A. Question numéro 16. Je désactive le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, comment fonctionne un régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur, donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Cette voiture a un moteur diesel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde ici, il y a toutes les couleurs de pistolets que tu pourras retrouver dans une station-service. Alors, c'est quand même important. Écoute bien. Alors, tu retrouveras souvent 2 pistolets verts, un pistolet bleu, un pistolet orange et un pistolet jaune. Alors, les pistolets verts, ça c'est pour les véhicules à moteur essence. Alors, il y a 2 types de carburant. Il y a le samplon 98 et le samplon 95. En général, pour savoir si c'est du 98 ou du 95, c'est inscrit
sur la petite languette là quand tu mets ton essence. Ensuite, en bleu, on a l'éthanol. Donc ça, c'est pour les voitures qui ont un boîtier éthanol. En général, c'est les véhicules aussi à moteur essence. Ensuite, il y a le pistolet orange. Le pistolet orange, ça, c'est pour les moteurs diesel. Et après, tu vas me dire, bah oui, mais le jaune, c'est aussi diesel. Alors oui, alors le pistolet orange et jaune, ce sont pour les moteurs diesel. Cependant, ils n'ont pas la même qualité. L'Excellium a une meilleure qualité que le diesel, tout simplement. Donc voilà. Donc ici, la couleur du pistolet étant jaune, on est donc sur un moteur diesel. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si, réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait là c'est une question aussi de cours. Donc légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 20. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10. Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 22. Un groupe de personnes s'apprête à passer le passage piéton. Réponse A, je maintiens mon allure. Réponse B, je ralentis et je m'arrête.
Alors dans cette vidéo, on peut voir que il y a un groupe de personnes qui s'apprêtent à passer le passage piéton et qui sont cachés par le camion. En passant, on pourrait dire que le camion est très très mal garé. C'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant, voire dangereux. Parce qu'on ne peut pas apprécier le passage piéton. Donc là, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Je ralentis et je m'arrête. Question numéro 23. Dans cette situation, je peux rouler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux motocyclettes, réponse A. Une interdiction d'accès aux cyclomoteurs, réponse B. Alors, il faut pas confondre ces deux panneaux. Celui de gauche, c'est une interdiction d'accès aux motocyclettes. Celui de droite, une interdiction d'accès aux cyclomoteurs. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Je complète le niveau d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je complète le niveau d'huile. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 27. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon bah ici on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement à la sortie d'un tunnel, on a une différence de luminosité. Donc
on abaisse le pare-soleil? La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 28. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 29. Ce panneau indique des avions à proximité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, question très simple, question de cours. Effectivement, ce panneau de danger nous avertit de la présence d'avions à proximité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a à notre gauche devant nous un cycliste. On a un cycliste et en plus on a un stop. Donc ici, on a un cycliste qui arrive en sens inverse dans une rue très étroite. Donc étant donné que la zone d'incertitude d'un cycliste est très grande par rapport à celle d'une voiture, on se prépare à s'arrêter. De toute façon, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on a un stop. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je circule sur une route à chaussée séparée à 80 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 58 mètres. Réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance des sécurités, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route. Réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter, hein, on prend le chiffre de la dizaine. Donc, ici, 80 km/h. Le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3.
Donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est bonne, bah, on regarde les lignes de rive. On regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas. C'est même pas 10 mètres. Je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture. Loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 32. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A, facultatif, réponse B, obligatoire. Alors effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B.
Question numéro 34. L'arrêt à droite est réponse A, limité, réponse B, gratuit, réponse C, payant. Alors ici, comme tu le vois, les pointillés sont bleus. Les pointillés sont bleus et juste au-dessus, il y a marqué arrêt limité à 10 minutes. Donc ici, on est sur un arrêt qui est limité. Et en plus de ça, le panneau nous dit que l'arrêt est limité à 10 minutes. Alors, comment savoir qu'on respecte bien les 10 minutes, si par exemple un policier passe et vérifie si ça fait bien 10 minutes que vous êtes là. Bah, en fait, sur ce genre d'arrêt ou de stationnement, il faudra apposer ce qu'on appelle un disque de stationnement, ou sinon on appelle ça un disque bleu, d'accord ? Et là, il va falloir que tu mettes ton heure d'arrivée. Donc ici, le stationnement donc, n'est pas payant, il est gratuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 35. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi ? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple ? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. L'indicateur de vitesse est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. Donc je vous invite à aller vous former pour pouvoir répondre à ces questions. Donc la réponse est oui, l'indicateur de vitesse est bien obligatoire dans une voiture. Question numéro 37. Un véhicule peut avoir deux plaques d'immatriculation différentes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque d'immatriculation d'une voiture est unique. Donc, il ne peut pas y avoir deux plaques différentes pour une même voiture. La bonne réponse ici est la réponse. Question numéro 38. Je vais tout droit. Le véhicule vert est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on est sur une intersection. Alors bien sûr, ici, le véhicule vert ne va pas être prioritaire. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison,
c'est qu'il va empiéter sur ma voie. C'est ma voie, c'est pas sa voie. Donc, s'il veut aller sur une autre voie, même s'il ne fait que la couper, il doit me céder la priorité sur ma voie. Autre chose, vu que ce véhicule veut tourner, je me situe à sa droite. Il y a en plus de ça une priorité à droite. Donc, pour ces deux raisons, le véhicule vert n'est pas prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce chien est bien attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés,
Tout d'abord pour pas vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que il se transforme en projectile si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors il n'y a pas que ces sortes de mécanismes qui existent, il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Le rayon de braquage d'un bus est plus grand que celui d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, ça c'est une question qui tombe régulièrement et qu'on a vu régulièrement dans les tests YouTube. Comme le montre cette petite animation, le rayon de braquage d'un bus ou d'un poids lourd va être largement plus grand que celui d'une voiture. Donc on respecte le marquage au sol au feu rouge. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.